Bonjour Antoine Volodine. Bonjour Mélisse. Merci de nous accorder cet entretien. C'est un entretien que nous avons dans le cadre du prix Gregor von Retzory, pour lequel votre roman, la traduction de votre roman Les filles de Monroe, et justement la façon dont vous envisagez cette voix en italien et comment celle-ci viendrait s'intégrer à ce grand édifice que vous bâtissez depuis de nombreuses années maintenant. Donc je vais vous présenter. Antoine Volodine a publié donc une vingtaine de romans qui ont la particularité d'avoir fondé une, une catégorie, une architecture, une catégorie littéraire particulière, extrêmement singulière, qu'on a pu dire comme étant réfractaire justement à une forme de tradition littéraire, qui porte le nom de post-exotisme. Antoine Volodine s'accompagne d'autres auteurs, d'autres qu'il a enrôlés donc sous pour construire ce vaste système du post-exotisme. Ces autres auteurs ont écrit des romans, ce sont des hétéronymes, parmi lesquels Luz Bassmann, qui publie ses textes chez Verdier, Manuela Draeger, qui elle publie plutôt à l'école des loisirs, et puis aux éditions de l'Olivier, ou encore Elie Kranauer. Et donc ce sont des voix qui viennent se mêler à la vôtre, chacune a sa propre histoire, chacune vient augmenter, nourrir ce grand édifice du post-exotisme, enfin, ce qui est l'œuvre totale, l'œuvre d'une vie, avec avec sa sensibilité qui lui est propre. Et Antoine Volodine, finalement, est le porte-parole de ce groupe d'auteurs. Oui, merci pour cette présentation. En fait, je me rends compte que vous êtes une excellente porte-parole du post-exotisme, meilleure que moi, parce que vous avez réussi en quelques minutes à tout dire. Alors, il me reste plus grand-chose à dire. Si, si. Je vais parler de Monroe, effectivement. Oui. Monroe, c'est un leader du parti qui a été zigouillé 30 ans plus tôt et qui, depuis la mort, essaie d'envoyer des guerrières, ses filles, les filles de Monroe, pour rétablir de l'ordre dans le parti et dans le monde et pour, pour essayer de redonner un nouveau souffle non seulement au parti, mais au monde en général et à la révolution mondiale. Alors c'est évidemment quelque chose de très burlesque presque, puisque le monde se réduit à une cité psychiatrique au-delà de laquelle il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien. Alors il n'y a pas d'explication, mais c'est une oasis au milieu d'un désert de l'après. Oui, c'est Le, une espèce d'île, en fait. Il y a quelque chose de oui, complètement insulaire dans oui, c'est complètement isolé du reste, mais le reste est néant en fait. On va vivre les dernières minutes et les dernières images d'un monde qui n'existe plus. Ouais. Grâce à Breton. Alors Breton est un malade qui est pensionnaire de l'asile psychiatrique depuis une trentaine d'années, dont la maladie n'évolue pas. C'est un schizophrène à 100%, et pour lutter contre la solitude qui le ronge, il s'est créé un double qui apparaît dans le roman en permanence. Ce double apparaît en permanence, mais seul Breton et le lecteur peuvent avoir conscience de ce double, parce que Oui, les, les autres personnages ne le voient pas. Enfin, ne voient les pas. autres personnages ne voient qu'un seul Par exemple, Breton. oui, Kettle, par exemple, n'y a pas accès, n'a pas accès à ce double jeu. Non, mais au cours de la narration, bien sûr, en permanence, il y a un dialogue entre
entre le je breton et il breton, comme s'il y avait deux personnages vraiment indépendants, mais qui souffrent de la même manière et qui sont confrontés aux mêmes horreurs du décor et de l'action aussi. Alors, Ils jouent aux échecs ensemble, par Bre- exemple. Ils pardon. s'affrontent. Breton est le seul dans cette cité psychiatrique à pouvoir voir les rêves de Monroe et de voir l'apparition dans la cité psychiatrique de ces envoyés que sont Rebecca Roche, Leia Dujamani, etc. Les filles, ses filles. Il est le seul. Et le parti, ce qui reste du parti, c'est-à-dire rien, et la police, ce qui reste de la police, c'est-à-dire rien également, sont très inquiets par l'irruption dans le monde réel, si on peut appeler le monde dans lequel tout se passe, si on peut l'appeler le monde réel. Ils sont très inquiets de l'arrivée de ces filles. Et donc on interroge Breton, on fait une enquête sur Breton, on le tabasse, on le torture, on l'interroge durement pour savoir qui sont ces filles, où elles se cachent, comment elles arrivent. Et Breton a beaucoup de sympathie pour ces filles, entre autres parce que l'une d'elles, c'est l'amour de sa vie. Voilà, Rebecca. Rebecca Rauch, qui est nommée dès le début et Les qu'il trois va premières lignes. Ouais. retrouver, qu'il va retrouver plus tard dans un dortoir psychiatrique. Oui, d'ailleurs, le livre, le début du livre est assez magnifique, je trouve. Euh, il est pour moi assez corrélé aussi à un imaginaire cinématographique, c'est-à-dire c'est l'irruption d'une jeune femme suspendue à une corniche. euh, et puis qui va lâcher. Donc il y a une trace noire dans un espace noir et en fait elle s'effondre au sol et puis elle va se relever et c'est une des filles de Monroe, c'est une envoyée. Et dans les premières lignes, bon voilà les premières lignes qui vont lancer d'une certaine manière le texte euh, évoquent immédiatement Rebecca Roche que j'avais follement aimée. Et ça aussi, je trouve que on a immédiatement l'introduction enfin, l'enchâssement d'une petite capsule amoureuse en fait dans le récit dès le début. Eh bien, tout d'abord, dans Les filles de Monroe, l'espace n'est pas en ruine. C'est Ouais, c'est une ville abandonnée ouais, avec d'énormes bâtiments, des bâtiments qui évoquent les bâtiments soviétiques, bien sûr. d'ailleurs avec des noms comme le club des cosmonautes, la maison des cosmonautes. Qui est la On, maison on est dans un où est univers, interné Breton. Ouais. Enfin, oui, je spécifie qu'il est interné dans cette part-là de la. C'est intéressant aussi que lui, il est interné là, Breton, chez les cosmonautes d'une certaine manière. oui, Ouais. pour, Pardon. pour pouvoir, pour apprendre à plonger dans les rêves, à plonger et à se transporter à l'intérieur des rêves des autres. Mais ça ne marche pas, hein, de toute façon. Votre question sur la construction est intéressante parce que, en fait, le paysage, le décor est essentiel pour pouvoir faire se déplacer des personnages à l'intérieur d'une histoire. Le décor est lié à l'image. Ce que j'essaie de fabriquer tout le temps, c'est de poser une atmosphère, mais également une image, et de faire entrer les lecteurs et les lectrices à l'intérieur de l'image pour pouvoir suivre le personnage principal, le narrateur, la narratrice. Et il y a évidemment un soin à porter
au décor. Voilà. Ouais. Et parce que moi-même, je me projette à l'intérieur du livre au moment où j'écris, hein, au moment de l'écriture, et j'ai besoin d'espace concret. J'ai besoin de passer d'une rue à un boulevard, d'entrer dans un bâtiment, de pousser une porte, de, j'ai besoin qu'il y ait comme dans les filles de Monroe, pour Breton, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait Oui, des arbres le long de la route, le long oui. des arbres auxquels on peut s'adosser, qu'on peut étreindre, auxquels on peut Avec parler. Parce que des Breton arbres parle avec de ces parler. moignons aussi, hein, qui ont ces moignons, hein, la scène justement où ils s'éloignent, où ils s'adossent, mais c'est des arbres extraordinaires, enfin qui sont eux-mêmes un petit peu comme des corps qui ont été ébranchés, je crois que c'est le mot que vous Oui, employez, c'est des corps qui ont été ébranchés. c'est aussi une C'est protestation qui est c'est une générale dans protection, le ouais, post-exotisme c'est contre exactement ça. les mauvais traitements que les humains font subir à la nature. Alors donc, Ouais. Breton s'excuse auprès des arbres. Et dans les dernières scènes, il se trouve en face d'une porte en bois et il s'excuse du fait il touche un cadavre d'arbre. Ouais, Il ouais. est donc la mort est toujours présente, bien sûr, mais cette tendresse envers la nature à l'intérieur d'un monde qui est extrêmement dur, un monde avec Le des cauchemar. bâtiments durs, euh, gris sous la pluie, cette tendresse est une des caractéristiques de Breton et de pas mal de mes personnages aussi. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Avant, est-ce que juste on peut dire, est-ce que par exemple le cinéma vous inspire? Énormément, Énormément. énormément. Mes livres, c'est des livres cinématographiques quand Oui. même. Et voilà, Quand, je sais pas si cette idée des dissidents, quoi. On est dissident et on se redresse, ou on s'écarte par le rire, je sais pas. absolument. Quand j'en parle, d'abord, j'ai nommé cet humour particulier qu'on trouve dans tous mes livres, mais qui, dans ce livre-là, est particulièrement développé. J'appelle ça l'humour du désastre. Oui, Ou l'humour des camps, donc ça rejoint ce que vous ouais. dites, qui est assez proche de l'humour juif en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire face à la catastrophe, on se moque de soi-même et on se moque de la catastrophe pour qu'elle soit moins douloureuse en fait, Oui, et puis en peut-être pour reconnaissant sa douleur. ouais, ou reprendre aussi une forme de pouvoir sur la réalité par le rire, en fait, quand on est totalement... Enfin, c'est le moment où le rire, c'est une idée assez bateau, mais c'est le rire est une résistance, quoi. C'est-à-dire qu'il y a Oui, une façon de... Parce que ça peut pointer le sens terrible. Personne n'est mort. On a le sentiment que personne n'est mort, en tout cas. oui, Enfin, c'est ça. Personne n'est mort, mais personne n'est vivant non plus. oui, Dans tous mes livres, nos livres, si on parle de tous les les écrivains auteurs, post-exotiques, ceux qui prennent la parole souvent soit à l'intérieur d'un monde onirique complet, ouais. où la mort n'existe pas, soit après leur décès. Et c'est là qu'on retrouve le renvoi au bardo Teudol, Mm. au fait que après la mort, après le décès, on continue, on continue à traverser un espace, un monde flottant pendant 49 jours ou pendant beaucoup plus de temps. Euh, Poétiquement, c'est formidable Ouais, c'est pour un incroyable, romancier. bien sûr. Et Dans cette idée de la multiplicité, alors je voudrais qu'on finisse juste pour parler de l'édition italienne. Est-ce que vous pouvez dire un mot de votre rapport à cette voix italienne, à celle de votre traductrice qui a déjà traduit nombre de vos livres? oui, Euh, j'ai l'impression que vous faites équipe. Alors, moi, je peux pas m'empêcher. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait être enrôlée parmi
parmi les auteurs Les filles de Monroe. post-exotiques, ou parmi les filles de Monroe, ou les auteurs du post-exotisme, dans la mesure où on peut penser que le traducteur et l'auteur, vous voyez, composent eux aussi des hétéronymies, il y a l'idée d'un double, en fait, d'un double italien. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Comment, qu'est-ce que ça suscite en vous, cette traduction Non, italienne, mais vraiment en termes je suis très heureux de travailler avec Anna Delia, avec qui effectivement je fais équipe. Mais dire que je fais équipe est un peu rabaisser son travail, parce que je ne fais que répondre à quelques questions qu'elle me pose, alors qu'elle fait 99,9% du travail. Mais je suis très très heureux que maintenant le post-exotisme existe, hein, Oui, avec ses diverses voix, ses divers auteurs en Italie. oui, bah, absolument. Euh, alors Parce que ça, c'est grâce à Louis plusieurs Bassman est éditeurs, derrière. mais bien Ouais, sûr à Manu, à 66 and Second, ouais, qui a décidé de faire avancer la connaissance du du post-exotisme en Italie. post-exotisme. Alors là, vraiment, je suis comblé. Merci infiniment de votre disponibilité, de nous avoir accordé ce temps. Merci. Merci à vous.